Merci. Alors, Jacques, tu nous entends? Oui, oui. Ok, alors Jacques co-anime avec moi. Jacques Lequin de l'ASC Cap Droit co-anime avec moi, mais il a pas pu venir parce que on s'est rendu compte tardivement que Lille et Brest, bah Lille, le 62, et le Pas-de-Calais et le Finistère étaient éloignés géographiquement. Et donc, non, on se savait d'avance, mais par contre, effectivement, en venant du 62, ça a augmenté de manière assez forte le nombre d'heures de trajet. Et donc voilà, Jacques est à distance avec nous pour co-animer cet atelier. Et puis, d'autant plus que à l'intérieur de l'ASC Cap Droit, de la communauté mixte de recherche, il y a un groupe parentalité dont Jacques fait partie. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il co-anime cette session avec moi à distance. Et donc, voilà, on a préparé cette session ensemble. Donc, on va écouter d'abord Valérie Lemar qui va nous présenter qui va nous présenter, je vais y arriver, une intervention qui est intitulée Comment assumer au mieux la responsabilité de ses enfants quand on est une personne en situation de handicap psychique. Et donc Valérie Lemar est personne concernée, usagère en santé mentale et membre du groupe Parentalité Cap Droit. Ensuite, on va écouter Colline Rodet, doctorante en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Lyon 2 et qui va nous faire une intervention qui s'intitule Quelle reconnaissance, quelle place, quel accompagnement pour les parents en situation de handicap. Et ensuite, on donnera la parole à Jennifer Fournier, responsable de formation supérieure et recherche au CELIA, chercheur au Translab Azimut. Et donc pour une intervention qui s'intitule Quelle place pour les entourages familiaux dans l'accès à la vie intime, sexuelle, amoureuse et qu'en disent les personnes en situation de handicap. Voilà, donc je donne la parole à Valérie pour 10 à 15 minutes max. Oui, c'est ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je remercie particulièrement Suzy Bossard pour son soutien technique et l'organisation de ce colloque au Cap Lab de Brest. Donc, comment assumer au mieux la responsabilité de ses enfants quand on est une personne en situation de handicap psychique? La question de la responsabilité envers ses enfants quand on est en situation de handicap psychique, à savoir pour moi schizoaffectif et bipolaire, est complexe à gérer pour le moins. Cela mérite une réflexion poussée, en l'occurrence, la difficulté de faire la part des choses. Excuse-moi, ça marche pas très bien, je pense. Je vais te mettre un autre micro. La difficulté de faire la part des choses entre sa pathologie psychique et ce qui relève de son libre arbitre. Comment actionner son libre arbitre et faire valoir ses droits et devoirs de maman. Premièrement, il faut être dans l'anticipation. Le métier de parent est ce qu'il y a de plus difficile au monde, m'avait dit un psychiatre, M. Berthomé, lors de mon hospitalisation. Ma façon à moi de me préparer à la parentalité a été de suivre les études d'éducatrice de jeunes enfants. J'ai en effet effectué un contrat de qualification en crèche parentale durant 2 ans. Poursuivi ensuite en licence et maîtrise de sciences de l'éducation que j'ai obtenu avec mention très bien et félicitations du jury sur justement un thème porteur pour moi, la représentation de l'enfant pouponnière, l'enfant du symptôme institutionnel. Et cela n'est pas un hasard. J'avais 28 ans quand j'ai obtenu le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, 13e sur 372 candidats, et 30 ans quand j'ai eu la maîtrise. Mais ne dit-on pas que les cordonniers sont les plus mal chaussés ? Jean-Jacques Rousseau en personne, qui a écrit L'Émile ou l'éducation, avait ses enfants placés à la DAS. À 33 ans, je tombe enceinte de mon premier enfant accidentellement. Je me croyais stérile. Malgré ma préparation théorique et pratique avec l'éducation de jeunes enfants, je redoute l'accouchement et ne me vois pas gérer seul mon enfant au quotidien, n'étant pas suffisamment sécurisé et le père de mes enfants ne souhaitant pas le reconnaître. Je suis alors dans l'anticipation. Ma grossesse se passe bien
ayant un suivi médical avec un gynécologue qui me connaît depuis mes 16 ans. Je pars en quête d'une structure pour m'accueillir avec mon fils à la naissance et trouve l'unité d'hospitalisation mère-enfant, 4 rue Charles-Lotte à Paris dans le 18e. La Pomme, par l'intermédiaire d'une psychiatre officiant dans cet endroit. Ma façon à moi d'assumer la responsabilité de mon fils a consisté dans la prise en charge contenante de cette structure dans laquelle je resterai avec mon fils jusqu'à ses 15 mois. Je craindrais une psychose puerpérale à la naissance, psychose puerpérale que j'ai d'ailleurs eue, tant déjà pour une mère lambda, l'accouchement et la naissance est une révolution interne incroyable, tant sur le plan physique que psychologique. Être dans l'anticipation m'a beaucoup aidé à assumer mes responsabilités de maman pour mon fils. La troisième chose, c'est la délégation prise en charge institutionnelle pour être en mesure d'assumer au mieux ma maternité en étant contenue et sécurisée en tant que famille monoparentale. Par la suite, je ferai appel à ma mère pour assumer la garde de mon fils au quotidien et on fera appel à une avocate faisant front commun avec ma mère pour que mon fils ne se retrouve pas à la DAS. À la sortie de l'UHME, mon fils est donc accueilli chez ma mère et je l'accompagne régulièrement et vais le rechercher en fin de journée chez son assistante maternelle. Chaque soir, je lui raconte des histoires pour l'aider à s'endormir. Nous, ma mère et moi, revoyons le juge des enfants régulièrement avec l'avocate et ma mère détient la garde et moi l'autorité parentale. Pour ma fille Nastasia, conçue dans ma 39e année, les choses ne se passent pas aussi bien. Mon gynécologue est parti à la retraite, l'unité d'hospitalisation mère-enfant ne prend pas en charge le deuxième enfant et ne trouve pas de maternité pour accoucher. On me pousse par ailleurs à l'avortement. Mais avec le soutien indéfectible de ma mère, on décide de garder l'enfant. Mais ma mère ne me soutient pas pendant ma grossesse et je n'ai pas de suivi en protection maternelle infantile. Je m'alcoolise et en fin de grossesse, mais parle au service social de la maternité de ma peur de faire une psychose puerpérale lors de la naissance de ma fille. Mais je reçois une fin de non-recevoir de l'assistante sociale qui me dit que la naissance est toujours un événement singulier et qu'il n'y a pour elle pas de risque que je décompense à la naissance de ma fille. En avril, alertée, je suis mise en observation à la maternité, mais sur le plan physiologique, ma grossesse se passe au mieux. Donc aucune prise en charge psychosociologique à moins de 6 mois de mon accouchement. Le 29 août, j'accouche dans des conditions catastrophiques de ma fille et je fais une grave psychose puerpérale et signe une décharge et abandonne ma fille à 10 jours. Ma mère, très vite alertée, interpelle l'avocate et elle se rend à la maternité pour récupérer ma fille, tandis que je suis hospitalisée en psychiatrie et d'ailleurs je ne vois pas ma fille jusqu'à ses 3 mois. Ma mère refusant de me l'amener en hôpital psychiatrique. Le défaut de structure pour m'accueillir avec ma fille, le fait que l'UHME ne prenne pas en charge ma fille, a compliqué les choses pour établir un lien pérenne avec elle, ma mère s'étant substituée dès la naissance à sa prise en charge. Psychologiquement, je me suis sentie en difficulté pour établir un lien pérenne avec ma fille quand elle était en bas âge. Ce qui explique sans doute qu'aujourd'hui, ma fille est dans le déni de ma place de mère. Elle m'appelle la fille de Maggie, c'est-à-dire de sa grand-mère. Ma victoire a quand même été qu'enfant, elle soit scolarisée dans l'établissement scolaire privé dans lequel je travaillais comme auxiliaire de vie scolaire. Globalement, la prise en charge par ma mère de mes enfants m'a permis de les suivre au quotidien, de les accompagner dans leurs activités périscolaires et pendant les vacances scolaires. Leur éducation restait une histoire de famille, à contrario de la DAS, où je ne les aurais pas vus quotidiennement et où ils n'auraient pas pu bénéficier d'activités extrascolaires ni de voyages à l'étranger. Aujourd'hui, mon fils vit indépendant avec son chat, travaille comme archiviste, vidéaste au mouvement étudiant et de jeunesse. Il a un bac+5, master 2 de sociologie, passé à 50 ans en Yvelines,
Ma fille vit toujours chez sa grand-mère. Après avoir obtenu le bac, elle poursuit par Internet des études scientifiques et se destine, semble-t-il, à être médecin. Donc, pas de phénomène de délinquance, pas d'alcoolisation, pas de prise de drogue, pas de situation de délinquance. En conclusion, je dirais que ce qui m'a sauvée, c'est ma lucidité sur mon inaptitude à élever mes enfants au quotidien. Et le fait que ma mère soit là pour prendre le relais très vite. Les relations avec elle n'étaient pas toujours au beau fixe, mais c'est un moindre mal, car j'ai évité la DAS pour mes enfants et ai pu les prendre en charge partiellement lors de leurs activités extrascolaires, durant leur scolarité et pendant les vacances scolaires. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Valérie. Cette intervention, on l'a préparée et c'est chouette. Alors, c'est surtout toi qui l'as préparée, mais voilà. Alors, on donne la parole à Colline. Là-dessus, sur ton PowerPoint. Eh ben, bonjour à tous, je vous remercie. Je remercie. Il faut que tu parles. Pardon. Je suis pas sûre que ça marche. Je vous remercie d'être ici et merci Suzy pour cette organisation. Je suis très contente que dans une journée sur la place de la famille, on puisse parler des parents en situation de handicap et que voilà, on puisse se questionner et d'essayer de parler des enjeux de la parentalité en situation de handicap. Moi, je travaille depuis quelques années sur cette question-là, d'abord en master et aujourd'hui en thèse. Et je le rappelle quand même, vaut mieux le rappeler, que c'est un droit qui est aussi inscrit dans la Convention de l'ONU, c'est l'article 23. Voilà, je le remets à l'écran, mais voilà, on réaffirme dans cette convention que le droit de se marier et de fonder une famille, c'est sur la base de l'égalité avec toutes les autres personnes, donc que c'est aussi effectif pour les personnes en situation de handicap. L'idée ici, c'est que je vous partage un petit peu mes rencontres avec des parents en situation de handicap, parfois avec leurs accompagnants aussi, et que j'amène quelques réflexions qui ont émané de ces rencontres. Dans mon premier travail de recherche, qui était mon mémoire de Master 1, j'ai rencontré des personnes en situation de handicap, principalement des pères, qui avaient une déficience sensorielle ou motrice. Et j'ai pu voir, avec leurs témoignages, qu'il existait vraiment un manque de reconnaissance sociale de cette fonction de parent, en l'occurrence ici cette fonction de père, et que la vision de la société vis-à-vis du handicap et les comportements que certaines personnes pouvaient avoir dévalorisait vraiment cette fonction de père et était un véritable obstacle pour ces personnes. Là, je vous partage les paroles d'un papa que j'ai rencontré. Il dit non seulement il y a la maladie à gérer, les handicaps, des problèmes de la vie de tous les jours, mais le plus dur, c'est le regard extérieur. Il retranscrit aussi des paroles d'une personne rencontrée après l'annonce de la grossesse de son épouse. Donc ces paroles sont « Vous auriez peut-être pu réfléchir avant. Tu ne sais pas ce qu'il en est, tu ne sais pas si ça peut se transmettre aux enfants, il faut penser à leur avenir aussi. Pourquoi faire des enfants pour être sûr qu'ils soient malades et pas pouvoir vivre comme il faut ?» En sachant qu'il s'agissait ici d'un père avec une malvoyance qui n'était pas du tout génétique. Hein. Pour le coup, il s'était justement lui-même questionné sur ça et avait fait des tests, des analyses médicales qui permettaient de dire qu'il n'y aurait pas de risque pour ces enfants. L'idée du coup qu'attendre un enfant, c'est généralement synonyme d'une bonne nouvelle, c'est largement remis en question ici. Devenir parent quand on est en situation de handicap, ça semble même être un interdit social. Lorsqu'on parle de parents en situation de handicap et lorsqu'on est parent en situation de handicap, on fait l'expérience de ce qu'Axel Honneth
appelle le déni de reconnaissance sociale. Autrement dit, les personnes en situation de handicap ne semblent pas être reconnues par la société lorsqu'elles ont la fonction de parent. On les pense alors nécessairement incompétents, incapables. Lors de mon deuxième travail de recherche, qui était mon travail de recherche de mémoire de Master 2, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un bon père quand la personne avait une déficience intellectuelle? J'ai rencontré du coup des personnes avec une déficience intellectuelle qui étaient accompagnées par un service d'accompagnement à la vie sociale, un SAVS. Et j'ai aussi pu échanger avec les travailleurs sociaux qui accompagnaient ces parents ou qui n'accompagnaient pas de parents, mais qui travaillaient dans un SAVS sans accompagner de parents en situation de handicap. Quand j'ai souhaité interroger leur représentation du bon parent, alors je mets bon avec des guillemets, et en particulier du coup ici du bon père, j'ai pu confirmer que les normes sociétales sur la parentalité, elles sont encore largement influencées par les notions de capacité, d'autonomie et d'indépendance, ce qui va laisser du coup peu de place à ce qui diffère de l'image idéale du parent. Autrement dit, un bon parent doit nécessairement être autonome et indépendant. Il n'a pas besoin d'aide. Et je pense que les parents qui sont ici présents dans la salle, avec ou sans handicap, pourront confirmer que on a souvent besoin d'aide quand on est parent, ne serait-ce que pour dormir un petit peu, souffler, ou en tout cas reprendre un peu de répit. Cependant, la bonne parentalité, donc toujours avec des gros guillemets, et en particulier la bonne maternité, parce qu'on sait très bien qu'elle est encore plus normée que la paternité. On se rappelle du docteur Winnicott qui appelait ça la mère suffisamment bonne, qui devait forcément être en étroite adaptation aux besoins de son enfant, bien sûr tout ça avec délicatesse et sensibilité, et de manière naturelle, puisque ça ne s'apprend pas dans les livres. En tout cas, on sait qu'il existe de nombreuses normes sur la parentalité, et d'une manière générale, le parent parfait, ou du moins le bon parent, est un parent qui sait de manière certaine, qui aime de manière inconditionnelle, et bien sûr qui n'a pas besoin d'aide. Je vous partage quelques mots d'un travailleur social. Pardon, c'était juste avant. Un travailleur social, oui. Je vous partage du coup quelques mots d'un travailleur social que j'ai interrogé. Il dit « Il faut la capacité de savoir prendre soin de soi-même avant de prendre soin de l'enfant. » Et chez les personnes qu'on accompagne, ce n'est pas toujours le cas. C'est des personnes qui peuvent être cassées, qui peuvent, par la vie, par les parcours qu'ils ont eus, avoir un déficit d'attention, des carences affectives. On voit bien ici qu'il existe donc des impensés sur la capacité d'une personne qui a besoin d'accompagnement de s'occuper d'un enfant. On ne peut pas s'occuper correctement d'un enfant si nous-mêmes, on a besoin d'aide. C'est en tout cas une représentation qui existe et qui est plutôt prédominante dans les personnes que j'ai interrogées. Et c'est ce qu'on peut appeler la perception dichotomique du care. Le care, on en a un petit peu parlé hier. Je ne vais pas revenir sur les origines, etc. Juste ce que je voulais dire, c'est que c'est un concept qui a principalement été développé par Carol Gilligan et d'autres théoriciennes féministes. Et il a été développé surtout pour mettre en avant le fait que les relations et l'empathie, c'était des pratiques souvent invisibles et non valorisées. Et pour définir le care, moi j'utilise la définition de Marion Noé qui dit que c'est des expériences ou des activités consistant à apporter une réponse concrète aux besoins des autres, et donc on peut traduire par sollicitude, soin, etc. En tout cas, dans une perception dichotomique du care, les personnes en situation de handicap, en l'occurrence dans mes recherches c'était les personnes avec une déficience intellectuelle, elles sont vues comme bénéficiaires de soutien, de soins, nécessitant forcément une assistance pour leur propre bien-être. En quelque sorte, ils sont bénéficiaires du care des travailleurs sociaux ou d'autres personnes, ça peut être d'autres accompagnants, les parents, les proches, et ils ne peuvent pas du coup être imaginés capables d'accompagner, d'apporter du soin à un enfant, par exemple. Ce rôle de donneur, de pourvoyeur de care pour les enfants est sous-estimé, voire nié, et donc on ne peut pas être à la fois bénéficiaire et donneur de care. Si ils sont les deux à la fois, si ce sont des parents en situation de handicap, on va les considérer comme hors normes et leur capacité à être de bons parents va être remis en question. C'est ce que Marion Noé a développé dans ses travaux sur les mères avec une déficience intellectuelle.
Elle dit que le care est largement décrit selon un mouvement unidirectionnel qui va du pourvoyeur de care, qui est forcément et nécessairement pensé comme valide, au receveur, au bénéficiaire de care, qui lui est identifié comme le plus vulnérable, et c'est dans cette catégorie-là que les personnes en situation de handicap sont mises. On peut alors se demander quelle place ont les parents en situation de handicap et quelle reconnaissance dans cette perception dichotomique du care. On peut aussi très vite s'inquiéter de l'influence de cette représentation sur l'accompagnement à la parentalité, puisqu'on peut penser que certains professionnels vont alors minimiser la capacité, le potentiel parental des personnes avec une déficience intellectuelle ou d'autres handicaps, les enfermant dans une place de bénéficiaire passif plutôt que de potentiels parents compétents. Ce regard biaisé, il peut conduire à un soutien inadéquat, limitant les capacités des parents, voire entravant le droit d'accès à la parentalité. Ce que mon deuxième travail de recherche de Master 2 a aussi révélé, c'est que les travailleurs sociaux, c'est un point que je voulais soulever parce que je trouve que c'est important, les travailleurs sociaux qui ont déjà accompagné des pères en situation de handicap, ils semblent avoir une représentation plus positive de la parentalité, de la parentalité des personnes avec une déficience intellectuelle. Et ça, c'est au-delà de leur formation, de leur titre professionnel. Il semble que les expériences ont une incidence sur les représentations sociales. Et l'hypothèse, ça serait alors que les représentations sociales, du moins les perceptions des professionnels accompagnant des parents avec une déficience intellectuelle, ont été modifiées au vu de la proximité avec ces derniers. Les professionnels qui connaissent des parents en situation de handicap ont une représentation qui va être plus descriptive, plus juste, en fait, plus adéquate à la réalité, alors que leurs collègues n'accompagnant pas de parents en situation de handicap auront au contraire des représentations beaucoup plus idéologiques, jugeantes, qui s'apparentent justement là vraiment à une perception dichotomique du care. Autrement dit, plus on rencontre, plus on accompagne, plus on connaît des parents avec des handicaps, moins notre représentation du care est dichotomique. Et du coup, on va de plus en plus envisager la capacité des personnes en situation de handicap à être parents. Mon travail actuel de thèse, il vise justement à approfondir cette question et à essayer de comprendre vraiment ce lien entre perception du care et pratique d'accompagnement à la parentalité auprès de personnes avec une déficience intellectuelle. L'idée de ce projet, c'est de faire une recherche-action participative qui cherche aussi à avoir des actions concrètes et positives sur l'accompagnement à la parentalité. De manière plus concrète, il s'agit en fait d'un collectif de recherche qui se réunit tous les mois, qui est composé de personnes avec une déficience intellectuelle, elles sont 8 dans le collectif, de 2 membres de l'association dans laquelle la recherche s'effectue, de 3 et bientôt 4 professionnels qui travaillent dans cette association, et d'une chercheuse. Et l'objectif, c'est vraiment de donner la parole aux premiers concernés pour améliorer l'accompagnement à la parentalité, en espérant qu'il y ait des choses concrètes qui puissent se créer. Et puis, les membres du collectif participent vraiment à toutes les étapes de la recherche, donc de la formulation d'une question de recherche, en passant par la récolte de données, l'analyse, la diffusion des résultats. À l'heure actuelle, le collectif, il vient juste de se construire. En tout cas, il s'est réuni que 2 fois pour le moment, mais il a déjà révélé des choses assez riches et j'espère en tout cas que ça va continuer. Pour finir, je voulais quand même rappeler que l'accompagnement dont on parle ici, l'accompagnement à la parentalité, c'est aussi un devoir pour les États signataires de la Convention de l'ONU. Voilà, je vous le dis même mot pour mot, il est écrit que les États parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l'exercice de leur responsabilité parentale. Pourtant, aujourd'hui en France, je suis allée chercher ça il y a très peu, donc en mai 2024, seulement 4 services SAPPH, donc services d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap, sont répertoriés sur le site du gouvernement. On sait qu'il y en a d'autres qui s'ajoutent à la liste, notamment les SAP des papillons blancs ou d'autres SAPPH. Par exemple, je sais qu'en Gironde, il y en a un qui s'est créé il n'y a pas longtemps et il y en a qui commencent à se créer dans chaque région. Mais en tout cas, on voit que l'accompagnement à la parentalité, l'offre d'accompagnement, il est encore très insuffisant. Un accompagnement à la parentalité qui est adapté et une reconnaissance sont pour moi essentiels pour que les personnes en situation de handicap elles exercent pleinement leurs droits en matière de parentalité.
Et je me disais, du coup, au vu de la thématique du Cap Lab, que peut-être les proches et les familles, elles ont un rôle à jouer dans cet accès au droit. Voilà, je laisse le débat ouvert. Merci beaucoup. Merci Colline. Et puis, on va poursuivre avec l'intervention de Jennifer. Je ne peux pas rapatrier le Zoom ici pour que tu le vois. Alors, juste le temps que les dimensions techniques démarrent. Jennifer Fournier, moi je suis docteur en sciences de l'éducation, j'ai une thèse en sciences de l'éducation, je suis chercheuse au Translab Azimut. Comme je vais bouger, je vais arrêter de parler dans le micro, voilà, je vais faire comme ça. Et juste pour me relier avec mes deux collègues qui ont pris la parole, je suis dans le groupe parentalité de Cap Droit avec Valérie Lemar, où on est une petite dizaine de personnes, de co-chercheurs. Et j'ai la joie de co-diriger la thèse de Colline avec Liliane Pelletier, qui est aussi dans la salle. Et moi, je voulais vous parler aujourd'hui de la place des entourages familiaux dans l'accès à une vie intime, sexuelle, amoureuse et parentale, et faire écho à ce qu'en disent les personnes elles-mêmes. La première diapo, c'est la Convention de l'ONU, hein, on est quand même assez en phase évidemment, c'est de se redire que le droit à l'intimité, à la sexualité et à la parentalité, c'est énoncé dans la Convention de l'ONU. Colline a parlé de l'article 23, il y a aussi l'article 22 qui dit respect de la vie privée, et puis il y a aussi l'article 25 qui parle de la santé et notamment de la santé sexuelle et le droit d'accéder à des services de santé sexuelle et génésique, hein, comme tout un chacun, comme toute une chacune. Mais je le laisse derrière, t'inquiète pas, sinon. Ouais. Voilà, donc je vous relis pas les articles de la Convention de l'ONU, mais ouais, je pense que c'est important de le signifier, et c'est important aussi de signifier que cette Convention de l'ONU, dans la hiérarchie des normes législatives, elle est supérieure en quelque sorte à la loi de 2005. Voilà, donc on connaît bien la loi de 2005, je pense que maintenant c'est important qu'on connaisse bien la Convention de l'ONU. Ça, c'est pour vous dire que je vais aujourd'hui faire écho seulement à la parole des personnes en situation de handicap. Donc la parole des parents ne soit pas intéressante, mais que mes travaux de recherche s'intéressent à l'expérience des personnes concernées, et que dans ces travaux qui portent sur la conjugalité, l'accès à la conjugalité, la sexualité et les travaux qu'on a pu mener sur la parentalité, la question de la place des entourages revient et est revenue. Ça a pu être pour moi une surprise dans un premier temps, notamment dans le cadre de mon doctorat où j'ai animé des groupes de parole, des groupes d'expression avec des femmes, des hommes, sur les questions d'intimité et de sexualité. Et j'ai été assez surprise de voir à quel point la place des familles, la place des entourages familiaux revenait, y compris dans ce cadre-là. Donc, des groupes de parole dans le cadre du doctorat, une recherche-action qui s'appelle Mes Amours, dans laquelle j'ai travaillé, on a travaillé collectivement avec des personnes adultes qui ont une déficience intellectuelle, notamment avec la visée de créer des outils de formation sur la sexualité et qui sont aujourd'hui accessibles en ligne et gratuitement sur le site de la FIRAH, F-I-R-A-H, et pour que les personnes elles-mêmes puissent devenir formatrices sur les questions d'intimité et de sexualité en co-animation avec un autre formateur qui n'a pas de déficience intellectuelle. Donc c'est des outils de formation accessibles à des formateurs avec déficience intellectuelle. Une recherche qui s'appelle Célodie, parce que j'ai fait dans mon parcours professionnel un petit passage en Suisse. Et du coup, on a été sollicité par une association de personnes aveugles et malvoyantes. Et on a travaillé sur la question de la conjugalité des personnes aveugles et malvoyantes avec un format un peu particulier d'entretien
de couple sur le couple, et on était nous-mêmes un couple de chercheurs, donc 2 chercheurs en face de ces couples-là. Et puis la recherche coopérative sur les parentalités empêchées avec Cap Droit. Vous dire aussi que je parle je me situe aussi comme intervenante, puisque dans le cadre de ma pratique professionnelle, j'ai animé plus d'une centaine de groupes d'expression avec des adultes ou des adolescents en situation de handicap. Donc là, je vais faire écho à leurs paroles. Ces personnes-là, elles ont des déficiences très diverses, elles ont des contextes de vie très divers. Il y a des gens qui vivent en établissement, il y a des gens qui vivent dans leur famille et d'autres qui vivent à leur domicile. Mais quelle que soit la situation, la place des parents et des frères et sœurs a été évoquée. Peut-être dire d'abord que la place des parents, et plus globalement de la famille, elle est importante, essentielle, notamment en raison de la dépendance. La dépendance, c'est relativement à tout ce qu'on ne peut pas faire seul, se déplacer, s'occuper des tâches ménagères, etc. On est vraiment plutôt, en tout cas dans mon propos, sur un registre fonctionnel. Des parents en situation de handicap disent par exemple le soutien reçu, notamment en termes d'aide concrète et quotidienne, la garde des enfants, la préparation des repas, l'aide pour se déplacer, que ce soit pour leur trajet à eux, pour ceux de leurs enfants. Et ces relais, évidemment, sont très importants et permettent à ces parents en situation de handicap de souffler en étant soulagés eux-mêmes de certaines tâches quotidiennes. Tout parent dans cette salle doit se reconnaître là-dedans. Il n'y a pas de spécificité des parents en situation de handicap. Le soutien est sur les aides concrètes et quotidiennes. Le soutien apporté, il est aussi d'ordre émotionnel ou affectif. Le fait de passer des moments en famille, de voir régulièrement ses proches, c'est souvent vécu très positivement. Et ce vécu positif se retrouve aussi, même quand les proches ont pu se voir confier la garde d'un enfant, alors que le parent en situation de handicap ne pouvait plus assurer lui-même cette responsabilité. Certaines personnes rencontrées mentionnent les qualités des relations familiales, la force de l'attachement, l'affection réciproque, le sentiment de sécurité qui est procuré par ces relations. Et puis pour un nombre important, et ça s'est revenu beaucoup dans les groupes, la famille, c'est la ressource essentielle, c'est eux vers lesquels on se retourne quand on a des difficultés, que ce soit le jour, la nuit, à n'importe quel moment, et c'est pas tout à fait le cas pour l'entourage professionnel. Donc je pense que c'est important de le rappeler et de resituer aussi cette place tout à fait importante. Donc soutien matériel et affectif indéfectible. Mais parce qu'évidemment, il y a un mais, vous vous en doutez. Si ces aspects positifs sont incontestables, il y a aussi d'autres dimensions qui sont perçues et vécues de façon beaucoup moins positive, notamment pour ce qui concerne l'accès à une vie, intime, amoureuse et sexuelle, et à l'expérience d'être parent. Les personnes avec déficience intellectuelle, elles disent par exemple que c'est très difficile de conduire, de choisir dans sa vie amoureuse, relationnelle, sexuelle, sans l'accord de ses parents. Je cite : « Les parents ne veulent pas, ils interdisent. Les parents veulent séparer. Les parents peuvent être inquiets. Les parents veulent que leurs enfants soient heureux. C'est ma vie, mais mes parents peuvent s'en mêler. Mes parents préféraient que je sorte avec un garçon trisomique, mais moi je préfère avec un garçon normal. » Ou un homme qui disait « Ma mère ne veut pas que je fricote avec une femme handicapée ». Donc on voit aussi la présence et l'injonction et la puissance de la parole des parents. Des femmes qui vivent avec une déficience motrice évoquent de leur côté des attitudes qu'elles perçoivent comme de l'infantilisation, ça a déjà été évoqué. Certaines ont plus de 40 ans pourtant, et elles expliquent que leurs parents continuent à gérer leur compte, à gérer leur argent, ce qui fera dire à l'une d'entre elles « Aux enfants, on ne donne pas d'argent ». Elles pensent qu'elles sont toujours considérées comme des petites filles. Nous ne sommes pas des adultes, simplement des enfants qui grandissent. Et le sentiment de ne pas être perçues comme des adultes est accentué par le fait que, contrairement à leurs parents ou leurs frères ou sœurs, elles ne sont pas en couple et elles n'ont pas d'enfants. La fragilité, l'incapacité, la dépendance peut conduire certains parents à adopter des conduites qui vont être vécues comme intrusives, comme de l'ingérence.
Elles vont dire, bah voilà, mais ma mère, elle va pouvoir accéder à mes affaires sans forcément me demander, parce que comme moi, j'ai du mal à me déplacer physiquement, elle va pouvoir regarder dans mon sac ou regarder dans mon armoire et tomber sur des affaires qui ne la regardent pas, une plaquette de pilules, ou que sais-je, ou un sextoy, ou que sais-je. Et donc, c'est difficile de conserver une vie privée, une vie secrète et d'avoir des affaires personnelles. Il y a un certain nombre de comportements qui vont porter sur quelque chose qu'on pourrait qualifier d'interdiction, et notamment dans la vie sociale. En tout cas, c'est ça qui est relevé. Une femme qui disait, par exemple, inviter des amis, c'est interdit. Tu ne vas pas inviter des amis, pas peur de donner envie à ta sœur qui ne peut pas faire comme toi. Voilà. Donc on comprend que l'interdiction peut aussi se porter sur la fratrie. Il ne faudrait pas qu'elle soit tentée, il ne faudrait pas que ça lui donne des idées. Les interdictions peuvent porter sur les sorties, aller en soirée. Les interdictions peuvent porter aussi sur des activités. Une femme disait, ma mère veut pas que je danse. C'était une femme en fauteuil roulant. Ma mère veut pas que je danse, elle trouve que ça fait ridicule. Les réserves sont particulièrement forte quand se pose la question des enfants, dans le cadre de l'article sur lequel on a travaillé avec le groupe parentalité. Il y a un couple, Sophie et Ernest, qui racontent la réaction de leur famille quand ils ont énoncé un désir d'enfant. Sophie, elle dit que ses parents n'étaient pas du tout d'accord, réticents et inquiets. Réticents et inquiets déjà qu'elle prenne un logement avec Ernest. Et ce désaccord s'est traduit par la menace, s'il faisait des enfants, de suspendre la solidarité familiale. Et elle dit ça, Sophie, elle dit « Nous, on nous dit, si vous avez des enfants, il faut vous débrouiller. Plus de soutien de famille. Imaginez avec un enfant par-dessus tout, et on est lâché dans la nature. Plus de soutien de famille, plus rien. » De son côté, Ernest, qui est son mari, explique que ses parents à lui étaient tout à fait d'accord qu'ils soient en couple, que Sophie a été accueillie comme leur belle-fille, mais que pour les enfants, c'était hors de question. Et sa sœur, qui était aussi sa curatrice, lui a dit « Si tu fais un enfant, tu ne sauras pas t'en occuper, il sera placé en famille d'accueil, et je ferai moi-même le signalement s'il n'est pas placé. » Voilà. Donc on voit l'intensité et des menaces qui pèsent finalement sur les personnes, avec quand même un point d'orgue assez important du côté de la parentalité. Alors évidemment, ces participants à ces différentes enquêtes, ils comprennent, ils saisissent la difficulté de leur famille, de leurs parents, à les reconnaître comme des personnes qui peuvent occuper un rôle social de partenaire érotique, amoureux ou de parents. Il y a certaines femmes, par exemple, qui regrettent que rien ne leur ait été transmis au moment de leur adolescence et au moment de la puberté notamment lors des premières règles. Et cette absence de transmission, elle est vécue comme un déni. Pas de mots, pas de changement, pas une femme, pas de vie amoureuse, pas de sexualité, pas d'enfant. Cette résistance, elle transparaît aussi dans les récits des réactions des parents qui sont racontés dans ces travaux, quand les parents découvrent l'intérêt de leur enfant, y compris devenu adulte, pour la sexualité. Une femme qui disait, une fois pour rire, j'ai dit à ma mère que j'étais enceinte, en retour elle m'a crié dans les oreilles. Voilà. Donc on voit l'intensité, ou des hommes qui racontaient les réactions horrifiées de leur mère quand ils étaient grands adolescents ou adultes, et qu'elles découvrent qu'ils consultent soit des revues pornographiques, soit des films pornographiques. Donc on voit bien comment cet intérêt pour la sexualité peut provoquer des attitudes négatives. C'est pas seulement ce genre de pratiques, aussi des pratiques du côté de la féminité, des femmes qui disaient par exemple ma mère elle aime pas quand je mets des décolletés, elle aime pas quand je suis féminine. Et puis certaines remarques qui vont être vécues comme du dénigrement. Une personne qui disait « Si je fais attention à ma tenue quand je suis un week-end en famille, mes parents vont me demander ce qui m'arrive, est-ce que j'ai un rendez-vous ?» Voilà, sur un ton un peu comme si c'était pas tout à fait OK, pas tout à fait correct de faire ça. Et puis, quelque chose qui m'a aussi étonnée, cette incongruité du désir, de sexualité, de vie amoureuse, d'enfant, il se lie à travers une pratique que beaucoup de personnes ont racontée dans les enquêtes que j'ai menées, c'est celle de faire parrain ou marraine, celui ou celle des leurs, pour lequel on considère qu'il aura ou elle n'aura jamais d'enfant. Et donc, pour leur faire plaisir, on les fait parrain ou marraine. Je peux vous assurer que dans ce qui se raconte dans les groupes, ça ne fait pas tout à fait plaisir parce qu'on le reçoit comme... Voilà,
tu peux être parrain ou marraine parce que de toute façon, tu n'auras pas d'enfant. Et donc, on voit bien comment ça renvoie les personnes que j'ai rencontrées à leur célibat, parfois à leur solitude, et puis à une espèce de place à part qui serait la leur. « 4 minutes, ok, ça va aller. Ce que disent aussi, ce qu'ont pu raconter les personnes en situation de handicap que j'ai rencontrées, c'est les émotions négatives ressenties quand on a le sentiment que sa famille ne prend pas en compte sa déficience. Muriel qui est une femme en fauteuil roulant, qui disait par exemple, je considère que ma famille ne s'adapte pas à moi parce que mon frère emménage bientôt au 2e étage et il a choisi un appartement sans ascenseur. Un couple, dans le cadre de la recherche Célodie, donc c'est la conjointe sans déficience qui expliquait que la famille de Yvan, donc c'est Alice et Yvan, la famille de Yvan n'a jamais pris en compte la déficience visuelle très sévère pourtant de Yvan, et comme s'il ne les croyait pas. Et elle se souvient de son beau-père demandant à son fils de lui lire le journal ou de sa mère de l'aider sur son téléphone, alors qu'évidemment il ne pouvait pas le faire. Et comme si il y avait un espèce de rejet de cette situation, ce qui les a conduits à s'éloigner effectivement de la famille de Yvan et à se débrouiller par eux-mêmes, c'est-à-dire à ne pas pouvoir compter sur le soutien familial. Certaines personnes vont un peu plus loin et parlent de la honte qu'ils ressentent à leur égard de la part de leur famille, du rejet qu'ils peuvent éprouver. Une femme raconte le jour où son frère a présenté sa future femme aux membres de sa famille. Il a proposé donc que sa sœur, qui est en situation de handicap, sa nouvelle compagne, qui était donc présentée, et puis lui, aille se promener. Et leur mère a répondu « Mais vous n'allez pas emmener Marie avec vous, elle va vous déranger. » Voilà. Donc on voit comment il y a des espèces de formes d'humiliation qui peuvent arriver. Pourtant, évidemment, les personnes, elles reconnaissent que leur situation les entrave elles, mais entrave leur famille, et qu'elles demandent aussi du soutien à leur famille, que certaines activités vont pas être envisageables quand elles sont là. Il y a une des personnes qui disait, par exemple, mais moi je rentre chez moi tous les week-ends, je sais que ça contraint mes parents, qu'il y a plein d'activités qu'ils peuvent pas faire, je vais pas leur demander en plus de partir en vacances avec eux, il faut que je fasse autrement, ou que je reste au foyer. Elles disent que leurs parents font beaucoup de choses pour elles et que ce soutien qu'elles reçoivent les dispose à accepter certaines choses de leur part et à ne pas entrer en conflit avec eux, d'où on ne peut pas se battre sur tout. Hein. Elles disaient on ne peut pas se battre sur tout, ces personnes-là. Et il y a même une personne qui, en évoquant la situation avec sa famille, qui était aussi tutrice, et où on parlait de la possibilité d'avoir un mandataire judiciaire professionnel, employait le terme de trahison. Donc on voit aussi le sentiment de loyauté très puissant qui est le leur. Et donc, juste pour terminer, et puis pour laisser l'échange possible, je voulais juste dire que pouvoir s'opposer à ses parents, pouvoir s'émanciper, pouvoir dire non, pouvoir entrer en conflit, quand soi-même on est dépendant ou qu'on a une autonomie qui peut être restreinte, ben, c'est pas toujours envisageable. Et je trouve qu'il y a là quelque chose qu'on traite pas beaucoup dans la recherche, qui est comment on fait quand on est dépendant et comment ce lien de dépendance vient affecter les relations pour les enfants, y compris adultes, pour les parents eux-mêmes, et comment ça vient, en tout cas comment le passage de la dépendance à la domination, ou à l'emprise est très, voilà, la frontière est très fine, et voilà, et qu'il y a là quand même beaucoup de choses à penser. Et je m'en tiens là. Merci. Jennifer, ça fait une belle boucle avec l'intervention de Valérie qui a commencé cet atelier. Je veux bien que vous fassiez... Ouais. Si vous avez des questions, notamment si vous avez des questions pour Valérie, c'est le moment parce qu'elle doit filer prendre son train. Là-bas, monsieur. Ouais, mais ça va pas entendre.
Ouais, ça marche. Je voulais savoir si dans les personnes, les populations avec qui vous avez travaillé, il y avait éventuellement des curateurs ou professionnels autour. Et si vous aviez vu, pardon, oui, oui, si vous aviez vu un effet sur l'émancipation par rapport à la famille de l'intervention d'un professionnel à côté. Alors là, j'ai fait écho au point de vue des personnes en situation de handicap. Dans le cadre de mon doctorat, je me suis intéressée à ce qu'en disent les professionnels accompagnants, Ouais, mais il n'y avait pas de curateur. Il d'accord. y avait des professionnels accompagnants du quotidien et en établissement. Vous considérez que l'intervention de ces professionnels a un effet sur l'émancipation? Malheureusement, dans le cadre de mon travail de recherche, la réponse est non. D'accord. C'est intéressant. Ouais, pas du tout. Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a une place de tiers à prendre, une place de médiateur finalement à prendre. Et ce que je constate dans mes travaux, mais je ne suis pas tout à fait toute seule à le constater, c'est qu'il y a une très grande réticence de la part des professionnels à soutenir ces dimensions de l'existence que sont la sexualité, la vie amoureuse, la conjugalité, la parentalité. Donc il y a une très grosse entrave qui existe. Ce qui ressort peut-être en 2 mots, parce que c'est assez voilà, pour faire un peu écho, c'est que en gros il y a comme le prisme du handicap s'applique à toutes les dimensions de la vie. Donc l'amour est handicapé, tout est handicapé en fait. Vous voyez, quelque chose un peu de cette nature-là. Et le seul moment dans mon travail de recherche, de doctorat, où le terme amour arrive, c'est quand il est dirigé vers les professionnels. C'est-à-dire que les personnes accompagnées tomberaient amoureuses des professionnels qui, évidemment, compte tenu de leur place, ne peuvent répondre à cette attente. Et donc tout est barré. En fait, ça ne peut pas exister. Tout est barré partout. Voilà. Il y a Jacques qui veut prendre la parole. Vas-y, Jacques. Vas-y, Jacques, si tu veux prendre la parole. Oui, Valérie, de te demander. Bon, on va dire, si ta mère s'occupait, bon, les 2 enfants, tu t'as vu après ta mère, parce que, on va dire, t'as pas eu, on va dire, de droit de parole, ou quoi? Après, je demande un autre truc. C'est complexe. Ma mère a de tout temps pris ma place, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis handicapée. Et elle s'est très vite substituée à moi quand j'ai été enceinte, notamment de ma fille. Et elle s'est substituée à moi, tant et si bien que quand j'étais en psychiatrie, elle voulait pas venir me voir et que j'ai dû faire appel à mon psychiatre, à mon ex, à plusieurs personnes pour que je puisse voir à l'hôpital psychiatrique. Je disais, mais je voudrais voir ma fille, quoi. Je voudrais la voir, j'ai accouché, j'ai pas vu ma fille, quoi. Et c'était très compliqué, quoi. Deuxième, on va dire, si on va dire, tu avais droit de parole, oh, pas pour ta mère, hein, pour les temps, tu avais fait quoi? Pardon, j'ai pas bien compris, Jacques. Je demandais si, là pour ta mère, que là tu m'as appris pour ta mère, si tu avais droit de parole pour on va dire pour les temps, tout ça, on va dire pour l'attention sociale, tout ça, tu avais fait quoi? Comment on dit ça? Dis non, j'ai droit de tout ou quoi? Parce que dans le temps, peut-être tu savais pas, tu avais des droits de parole, tout ça, je pense. Non? Ah, Jennifer, Ouais. essaye de m'aider. Ouais, j'avais l'impression de comprendre, Jacques. Si ça se passait aujourd'hui, maintenant que tu connais tes droits, est-ce que tu aurais envie que les choses se passent autrement? Est-ce que c'était ça ta question, Jacques? C'est ça, à peu près. T'as mis du moi. ouais. Autrement, ben, je me dis que si c'était aujourd'hui, je ne sais pas si je retenterais l'aventure de cette façon-là, parce que c'était quand même complexe, c'était une drôle d'aventure, quoi. Et j'en paye les pots cassés, je vois plus mes enfants. Enfin, c'est pas comme s'ils avaient été à la DAS, je pense, parce que quand même, ils ont eu des activités extrascolaires, ils ont fait des voyages, etc. Mais du coup, du point de vue du lien établi de nos jours avec mes enfants, je vois pas tellement la différence avec une structure de la DAS, par exemple. Merci, Jacques. Merci. C'est bon. Et merci, Valérie. Bon retour. Merci. À bientôt. Merci, Valérie.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ou est-ce que Jacques a d'autres questions pour Colline. Ouais, Colline? on va dire pour les deux, Céline et Jennifer. C'est quoi, c'est Céline, hein, c'est ça son prénom? Colline. Colline. Ah, j'ai compris Céline, moi. Euh, ouais, on va dire, là, tu fais ton, quoi ça s'appelle, ton Torah aussi. Oui. Oui, alors, comment tu as pu travailler avec des gens normaux et des gens, non, on va dire, comment je veux dire ça, et y être les gens handicapés. Comment tu as fait pour travailler aux deux? Ou tu as travaillé à un seul? Avec les deux en même temps, c'est ça ta question? Comment J'ai j'ai pas fait pour... compris ce que j'ai fait. Ta question, est-ce que c'est comment j'ai fait pour travailler avec des personnes handicapées et des professionnels en même temps? C'est ça? C'est ça. Eh ben, j'ai fait pour tout le monde du facile à lire et à comprendre, en tout cas, enfin, du français facilité. Quand j'ai les rencontres avec les professionnels et les personnes accompagnées qui ont une déficience intellectuelle, j'essaye d'accessibiliser au maximum ce que je dis, les supports que je donne ou que je montre, et je ne fais pas de différence pour les professionnels. Après, on travaille des fois en petits groupes aussi, donc ça permet à tout le monde de pouvoir participer, même quand du coup on est presque une quinzaine au total. Donc parfois on travaille en petits groupes de 2 ou de 3, donc ça permet aussi à ce que tout le monde puisse participer, pour ceux qui ont un peu plus de mal à parler quand le groupe est entier. Et puis je rappelle aussi que quand on n'a pas compris, je peux répéter. J'essaye de diversifier ou de répéter différemment les choses pour que ça soit accessible à tout le monde. Ce que je fais aussi, c'est que, alors on l'a pas encore trop fait parce que ça fait que 2 fois qu'on se rend compte, mais il y a une règle qui s'est instaurée dans le groupe, ce qu'on appelle les cercles de parole. Et c'est le fait que quand quand on va aborder des thématiques, on va d'abord donner la parole aux personnes avec une déficience intellectuelle, ensuite aux professionnels et ensuite aux membres de l'association pour laisser la parole à tout le monde et puis pour pas qu'il y ait d'influence sur ce que les personnes accompagnées peuvent dire. On leur donne la parole en premier. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Jacques. Oui. Il y a d'autres questions? En réalité, moi j'en ai une. J'ai pu porter cette année mon premier travail de recherche en M1. Je l'ai fait sur la vie affective, intime et sexuelle des personnes en situation de handicap en institution. Et à la fin de ma recherche, je n'ai pas du tout pris en compte la parole des personnes. C'est un travail que je vais effectuer en M2. Et du coup, sur le M1, j'ai pu voir par exemple des groupes de parole des parents sur la parentalité de leurs enfants, comment ils pouvaient imaginer la parentalité et la sexualité de leurs enfants. Et c'est la question de la contraception qui est beaucoup revenue, les familles étant assez choquées du nouveau droit des personnes à ne plus être stérilisées sous seulement accord de la tutelle. Et je voulais un peu avoir votre avis, Madame Fournier, sur si vous avez des retours ou quelque chose sur la question en fait. Je ne sais pas s'il y a une question dans votre question, mais je crois que... Alors, je vais faire... je suis un peu prof, donc je ne peux pas m'empêcher, mais je vous recommande la lecture d'un chapitre d'ouvrage que je trouve très bien sur... donc quelqu'un qui s'appelle Catherine Act-Dizerens, qui est une collègue suisse qui occupe un poste de sexopédagogue spécialisé, qui a beaucoup travaillé avec les parents, les familles, et qui, à partir de son expérience professionnelle, a fait un chapitre dans un ouvrage qu'elle a réalisé sur le lien, sur comment les parents se débrouillent de la sexualité de leurs enfants en situation de handicap. Et je trouve qu'elle déplie les choses et c'est assez fin et assez intéressant. Et
je pense que oui, ça pose un tas de questions en lien aussi avec ce que Colline racontait, c'est-à-dire les parents peuvent s'inquiéter quand même d'avoir à la charge un enfant puisqu'il y a très peu de services de soutien et d'accompagnement à la parentalité. Et puis parce que, et elle le dit un peu de cette manière-là, quand on est parent d'un enfant puis d'un ado en situation de handicap, il y a plein d'étapes à passer, il y a plein de combats à mener. Enfin, on l'a entendu quand même beaucoup dans cette journée et demie. Et qu'il y a des choses qui se mettent en place, et puis tout à coup, on peut avoir le sentiment que les choses se stabilisent un peu, et puis bam, arrivent les questions de sexualité, peut-être de parentalité, et peut-être c'est un peu trop. Et là, il y aurait besoin d'un relais professionnel qui est, à mon avis, inexistant, pour que les choses puissent se passer un peu autrement et un peu mieux pour les personnes en situation de handicap. On se le redit, hein, la stérilisation est interdite depuis 2001. Ça date pas de maintenant, en fait, sauf si tous les autres moyens de contraception sont inaccessibles et que ça met la personne, du coup, en danger. Voilà. Mais sinon, c'est interdit. Oui. Est-ce que vous avez des exemples de situations positives? Parce que là, on a quand même vu beaucoup de situations négatives. Alors peut-être pas en France, ça c'est possible, compte tenu de la loi, mais dans d'autres pays, par exemple. Hein. Et quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est qu'on parle toujours, et je reprends l'intitulé, hein, de vie affective, intime, sexuelle et amoureuse, et non pas de vie intime ou affective ou sexuelle ou amoureuse. Vous avez raison en tout cas de le signifier, c'est bien et ou. Oui, exactement. Et donc, non, parce que dans cette façon de dire, en fait, on aboutit à la parentalité. Et c'est le problème, effectivement, c'est un des problèmes, en tout cas, que vous avez soulevé, d'accès à la sexualité, parce qu'il y a le risque de la parentalité, etc. Et voilà un petit peu ma question, enfin 2 questions dans une... voilà. Donc le et où est essentiel, hein. Je vous remercie en tout cas de le redire. On n'est pas tous avec les mêmes désirs à cet égard-là. Donc c'est bien et où. Et peut-être il faudrait que je l'écrive un peu autrement quand je le présente. Mais oui, vous avez raison en tout cas. Absolument. Et donc c'est bien et où. Et d'ailleurs, on voit bien, par exemple, en termes de représentation, que des personnes en situation de handicap qui seraient d'abord intéressées par la question du corps et de l'érotisme, mais c'est aussi pas très très bien reçu parce qu'il faudrait que ce soit inscrit dans un cadre relationnel, par exemple. Voilà. Et que décrocher la question du plaisir du corps, de la question relationnelle, ça oblige aussi à faire un pas de côté par rapport à ses propres représentations de la bonne sexualité, comme on a des représentations du bon parent, par exemple. Donc là, ça nécessite un travail sur les représentations qu'on a de la sexualité. Des expériences positives, je suis désolée, je vais être vraiment rabat-joie, mais pas beaucoup malheureusement, non. Pas beaucoup et souvent très contextuel. C'est-à-dire que dans un service, dans un établissement, il y a tout à coup un alignement de planètes, un cadre, une direction, un cadre intermédiaire, une équipe qui prend en compte cette question-là et accompagne les choses. Et c'est aussi fragile que les professionnels qui sont là. Voilà. Donc c'est vraiment pas très facile, en vrai. Dans d'autres pays, il y a quand même des possibilités un peu plus d'action positive, non moi, j'ai eu l'occasion d'entendre parler ou de voir des situations en Suisse, en Belgique, en Allemagne ou autres, où la prise en compte du désir des personnes était quand même différente parce que aussi la loi le permettait. Hein. Et c'est aussi ça. Et il me semble qu'il existe actuellement une expérience d'assistance sexuelle dans quelques établissements. Alors, je ne sais pas si vous êtes À même d'en parler. En fait, si vous voulez, donc depuis moi je travaille sur ces questions-là depuis 2008, ça fait un petit moment maintenant, et c'est très intéressant parce que on voit combien la question de l'assistance sexuelle devient
presque l'unique manière de parler de la sexualité des personnes handicapées. Donc 2 choses par rapport à ça, je pense qu'il faut faire attention. Tout le monde ne va pas voir un ou une prostituée, donc tout le monde n'a pas le désir de rencontrer un ou une assistante sexuelle, qui est une sexualité tarifée, enfin voilà. Et c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est juste de dire attention de pas réduire la question, mais comme vous m'avez dit, attention de pas réduire, il y a bien et ou affectif et ou sexuel. Voilà, on est vraiment sur ce registre-là pour moi. Donc attention, l'assistance sexuelle. Alors en France, c'est illégal compte tenu de la loi sur la prostitution qui pénalise les clients. Donc voilà, comme c'est du sexe tarifé, c'est soumis à la même législation. Il y a malgré tout des assistants sexuels qui pratiquent en France et des établissements ou des services ou des professionnels qui mettent en contact des personnes en situation de handicap et des assistants sexuels. Il y a en Suisse ou en Belgique des assistants sexuels qui travaillent, mais parce que la législation est différente. Je ne suis pas sûre que parce que un établissement permet à un résident de rencontrer un ou une assistante sexuelle, que par ailleurs, ça lui permet de vivre d'autres désirs. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un côté finalement assez rassurant pour les professionnels d'avoir un professionnel spécialisé qui vient intervenir. Il y a le risque qu'on ne s'en saisisse plus du tout, c'est-à-dire qu'on dise « hop, je décharge ça sur l'assistance sexuelle ». Voilà. Donc, je trouve ça très bien que cette réponse existe. Je trouve ça dommage qu'elle n'existe pas en France. Mais je pense qu'il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas le seul discours qu'on a. Je veux dire, regardons-nous, comment on a rencontré nos partenaires. Voilà, on les a rencontrés à l'école, en soirée, au travail. Je pense que si on ne traite pas la question de la société inclusive, on loupe vraiment une dimension importante de ce que ça veut dire accéder à une vie intime sexuelle et ou amoureuse. Voilà. Je peux me permettre de compléter, puis après j'ai une courte question pour Colline. Là-dessus, il y a notamment Pierre Brasseur qui a publié, qui a fait sa thèse là-dessus et qui montre que l'assistance sexuelle, c'est pas juste... Il y a plusieurs modèles de l'assistance sexuelle dans les pays. Il y a le modèle un peu de la prostitution adaptée, on va dire. Et puis, il y a aussi le modèle de comment on fait en fait de l'éducation à la vie intime, affective et sexuelle et pratique. C'est-à-dire que concrètement, on va donner des conseils et puis voilà. Par exemple, un couple va venir et puis on va essayer de penser avec eux les modalités, par exemple physiques ou relationnelles d'une relation sexuelle. Et puis, il y a aussi comment on accompagne avec des ergots, avec... voilà. Et donc, il y a un peu là, en tout cas, ce qu'il montre, c'est qu'il y a une espèce de continuum entre la posture de la travailleuse du sexe adaptée et de l'accompagnement. Et qu'il y a un continuum là pour l'accompagnement sexuel, quoi. Donc, il y a une pluralité de pratiques, en tout cas, là-dessus. Et en tout cas, cette question, elle a au moins l'intérêt... Alors oui, dire aussi que les associations du champ du handicap ne sont pas toutes d'accord et des personnes en situation de handicap ne sont pas toutes d'accord avec cette question de l'assistance sexuelle. Celle qui l'a plus dit, c'est Femmes pour le dire, Femmes pour agir, voilà, c'est ça, qui dit en fait on se trompe de combat en allant là-dessus, en donnant encore un droit spécifique aux personnes en situation de handicap. Et puis, quand même, ça pose la question, et c'est en plein aussi dans les questions de cap droit, du droit à la sexualité. En quoi ça serait un droit et puis pourquoi ça le serait plus pour les personnes en situation de handicap que pour l'ensemble de la société. Enfin bon, tout ça pose tout un tas de questions qui sont rudement intéressantes. Moi, tu veux compléter ? Vas-y. Ouais, un instant, juste pour dire, voilà, peut-être là c'est important, puisqu'il n'y a pas de droit à la sexualité, Comme il y a un droit au logement opposable, c'est-à-dire on peut se retourner vers l'État pour dire mon logement c'est pas ok, on peut pas se retourner vers l'État pour dire ma sexualité c'est pas ok, on se le dit. Donc du côté de la sexualité il n'y a pas de droit à, il y a une liberté, et peut-être l'idée c'est d'essayer de pas entraver la liberté des gens, et c'est déjà beaucoup.
Et donc, à Colline, c'est hyper intéressant d'avoir mené une enquête sur les pères en situation de handicap. La question que je me posais, c'était, parce que bon, les peu de travaux qui existent sur la parentalité, ça a été sur les mères déficientes intellectuelles, chez les mères aveugles. Voilà, moi, en tout cas, c'est à peu près ça que je connais comme travaux. Pour autant, la question que je me posais, c'était chez les pères que tu as rencontrés, est-ce qu'ils étaient en couple avec une autre personne en situation de handicap? Est-ce que c'était quel type de handicap c'était? Et par exemple, j'ai suivi un travail de Master 2 qui a travaillé sur la parentalité des personnes aveugles, et donc qui disait que il y avait aussi une déficience acquise, et que des fois quand on était déjà parent, et donc ça changeait clairement le rapport à la parentalité. Les entraves, elles sont pas la même, puisque les enfants vivent avec un père valide puis un père déficient, enfin voilà. Et donc quel poids porte par rapport aux autres travaux le type de handicap et à quel moment il survient par rapport à la parentalité? Je sais pas si c'est clair. Voilà. Moi, les pères que j'ai rencontrés, du coup, il y avait plein de profils différents. Dans mon mémoire de M1, c'était surtout des pères soit avec une déficience motrice, soit avec une déficience sensorielle, en l'occurrence déficience visuelle à chaque fois, si je ne me trompe pas, oui. Avec des configurations familiales différentes. Il y en a qui étaient en couple avec des personnes handicapées également, d'autres non. C'était un premier travail de recherche. Alors, c'était la population. J'ai pas ciblé la population. En tout cas, ce qui en sort effectivement, c'est que il y a déjà, quand je parlais de défaut de reconnaissance sociale tout à l'heure, il y a déjà un défaut de reconnaissance sociale des pères vis-à-vis des mères, je pense, et que le handicap a rajouté un autre manque de reconnaissance. En tout cas, dans les paroles des pères, c'était très présent aussi que, de toute façon, dans un premier temps, on s'adresse à la mère, et en plus, quand nous, on a un handicap, on s'adresse carrément plus à nous. Et c'était surtout les papas que j'ai rencontrés qui vivaient avec des femmes, enfin des conjointes sans handicap, c'était vraiment un discours qui ressortait énormément. Chez les personnes avec une déficience intellectuelle que j'ai rencontrées en M2, il y avait moins cette notion de genre, mère-père en tout cas. Mais par contre, c'était la représentation du père assez ancienne, du père autoritaire, qui ramène les ressources économiques qui étaient très présentes chez les personnes. Et justement, c'est ce qui valorisait, même si c'était des travailleurs des AT, ils revendiquaient ils avaient le moyen des moyens minimes, mais en tout cas, ils ramenaient de l'argent à la maison, quoi. C'était vraiment une représentation du... Ouais, et puis un petit peu ancienne, quoi. Ouais. Voilà, le pilier économique de la famille, ouais. Bien, il est 17h tout pile, sauf s'il y a une question. Ouais, allez, Pierre. C'est peut-être une question pour la conclusion, en fait, parce que c'est assez général. Parce que ce que je voulais dire, ça peut rentrer dans le sujet là, mais depuis les 2 jours, en fait, on n'a peut-être pas fait suffisamment la distinction entre des personnes qui sont nées handicapées et des personnes qui sont devenues handicapées. Et croyez-moi, pour un projet de vie, c'est pas la même chose. Parce que quand moi je connais une personne qui est devenue handicapée, son projet de vie c'est de ne plus être handicapé. Alors que quand vous l'êtes depuis la naissance, vous n'avez pas une référence, il n'y a pas un avant et un après, il y a une situation qui existe, et c'est pas pour discriminer, au loin de là, les 2 situations, mais il me semble qu'il faudrait, dans chaque thème qu'on a vu, il me semble que ça mériterait quand même de poser la question. D'ailleurs, il y avait un atelier Thierry Thévenet aujourd'hui qui a parlé de son expérience autour de la parentalité, je crois, et qui a un handicap acquis et qui dit évidemment bien d'autres choses que quand on a un handicap de naissance. Ouais. Merci. On va s'arrêter là. Et puis, on va
attendre l'atelier suivant pour, sauf si vous avez... on va aller le chercher, ouais, pour faire quelques mots de conclusion, même si, voilà, on va partager ensemble, quoi, nos retours sur ces journées. Merci, en tout cas. Merci. Merci. Merci Hyper, merci tout le monde. Merci Jacques, à distance. Merci Jacques, ouais. Ouais.